Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 5 juin et c'est la journée mondiale des troubles du comportement alimentaire. Je suis Harmonie Sobaki, orthophoniste et co-gérante de Calipeton Formation, un organisme qui propose des formations en périnatalité aux professionnels de santé. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Élodie Frémont. Je vais te laisser te présenter, Élodie. Oui, merci. Bonjour à tous. Moi, je suis Élodie Frémont, je suis diététicienne et je suis également présidente et référente d'un groupe de pilotage à la CPTS Gwened, un groupe de pilotage sur les troubles du comportement alimentaire. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours à t'intéresser à cette problématique, à cette thématique ? Alors, c'est vrai que moi, je suis pas une diète très expérimentée puisque j'ai eu un parcours dans la santé au départ dans l'industrie pharmaceutique, donc assez loin des patients, et ça me manquait ce lien humain, donc je suis venue aux études de diététique comme ça, et assez rapidement, les TCA se sont avérés être un sujet qui m'intéressait particulièrement, déjà parce que je pense que j'aime aider les gens qui ont des difficultés dans leur quotidien alimentaire, et que les TCA, ça apporte généralement de grandes difficultés pour le patient, voire pour son entourage généralement. Et puis je pense parce que je suis une femme, que j'ai moi-même baigné dans la culture du corps parfait, des Barbie, des Disney, alors ça ne me rajeunit pas tellement, des Claudia Schiffer, c'est peut-être pas le mannequin en vogue actuellement, mais avec ce culte du corps qui doit être toujours très beau et très fin, voilà. Et je pense que j'ai eu la chance de ne pas avoir plusieurs facteurs qui m'ont poussée à avoir des troubles du comportement alimentaire, mais une image corporelle qui peut être chahutée et qui je trouve l'est encore plus aujourd'hui, puisqu'on est inondé d'images stéréotypées de toutes parts avec les réseaux actuellement, en tant qu'adulte aussi. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur d'œuvrer dans les troubles du comportement alimentaire. Eh ben, merci beaucoup pour cette précision, pour l'explication de tout ce parcours-là qui a l'air passionnant. Est-ce que tu peux nous décrire, dans les troubles du comportement alimentaire, qu'est-ce qu'on range et quelles caractéristiques ces troubles ont du coup ? Alors dans les troubles du comportement alimentaire, il y en a plusieurs en fait, de plusieurs types. Je vais pas forcément tous les décrire, mais il y en a, on va dire, 3 grands types qui sont les plus vus, les plus fréquents en consultation. Le premier, c'est l'anorexie mentale. En général, ça, tout le monde sait à quoi ça correspond, puisqu'il y a des symptômes physiques assez importants. Elle peut être de plusieurs types, mais effectivement, les grands critères, c'est d'avoir une perte de poids, un amaigrissement important, voilà, avec d'autres caractéristiques, mais ça, c'est l'anorexie mentale. De l'autre côté, il y a la boulimie nerveuse qui est beaucoup plus cachée et camouflée, puisque en fait il y a beaucoup moins potentiellement de symptômes, en tout cas en termes de variation de poids, ou des petites variations. Et de l'autre côté, il y a l'hyperphagie boulimique qui là plutôt est chez des patients qui sont souvent en état d'obésité ou de surpoids, et pareil, qui passent beaucoup plus sous les radars. Mais c'est les 3 grands types de TCA qu'on voit en consultation. D'accord. Et aujourd'hui, une petite question comme ça, mais peut-être que tu n'as pas les chiffres, le TCA, ça touche combien de personnes en France ou dans le monde, ou même un pourcentage que tu aurais peut-être à nous proposer, à nous fournir ? En tête, j'ai un chiffre qui a été donné par la Fédération Française d'Anorexie Boulimie, je crois l'année dernière, à l'occasion de la Journée mondiale justement, qui est de 900 000 personnes touchées. Donc c'est quand même beaucoup, et sachant que c'est un chiffre qui est très minimisé, puisque comme je le disais tout à l'heure, on a les patients qui sont diagnostiqués, dépistés, donc enregistrés dans ces chiffres-là, mais déjà les études cliniques françaises sont vieilles, donc en fait on a une sous-estimation. On sait que le Covid a fait flamber les TCA, puisque entre les gens qui ont pris 2 kilos, voilà, période de stress, l'isolement, il y a eu plein de facteurs prédisposants, les régimes, etc. Et en plus de ça, effectivement, on a tous les sous-types de TCA ou les débuts de TCA qui n'en sont pas encore, qui passent complètement sous les radars. Et on sait que par exemple 30 à 50% des patients en état d'obésité ont eu un jour un TCA dans leur vie. Donc c'est vrai que c'est des gens qui n'ont jamais peut-être su, et qui le sauront peut-être jamais, qu'ils ont un début ou un trouble du comportement alimentaire avéré. C'est intéressant la manière là dont tu discutes du TCA, ça voudrait dire qu'on peut l'avoir à un moment de la vie et qu'il peut partir. Du coup c'est un trouble qu'on garde pas forcément tout le temps. Alors c'est un trouble qui peut revenir. Exactement, c'est un trouble qu'on ne garde pas forcément tout le temps, même si effectivement c'est un trouble qui peut malheureusement devenir chronique. C'est justement tout l'enjeu de la prise en charge, mais je crois qu'on en parlera après, parce que c'est un trouble qui se chronicise facilement. Et en fait, dans les justement types de TCA tout à l'heure, c'était très cadré, anorexie mentale, boulimie. En fait, en réalité, les patients, ils ont souvent des phases.
D'accord. Et un patient, il peut passer par tous les troubles du comportement alimentaire en fonction de son parcours de rétablissement, des récidives éventuellement durant sa vie. D'accord. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des facteurs, c'est multifactoriel, il y a beaucoup de facteurs, il y a des facteurs prédisposants. D'accord. Et ces facteurs prédisposants, justement, si on ne travaille pas dessus, ou qui sont aussi des facteurs de maintien de la maladie, on a plus de risques de récidive avec peut-être d'autres formes de la maladie. Donc on peut s'en sortir, ça c'est un vrai message. Et aussi en même temps, s'il n'y a pas une prise en charge adaptée, on peut aussi devenir patient chronique. Très bien, d'accord. Merci Elodie. Et l'autre question aussi qui me vient en t'écoutant, tu vois, c'est à partir de quel âge éventuellement on peut dire qu'on est dans un TCA? Alors peut-être qu'on reviendra sur l'âge si tu nous évoques quelques signes. Est-ce que tu veux peut-être commencer par les signes? Qu'est-ce qui doit nous alerter aujourd'hui? Alors soit parce que on est parent d'enfants, soit parce qu'on est professionnel de santé. Qu'est-ce qui doit nous faire dire peut-être que cette personne-là est touchée par un trouble du comportement alimentaire? Je vais commencer par les âges parce que ça va nous permettre de comprendre qu'en fait tous les signes que je vais évoquer ensuite, ils vont être valables pour toute la population, que ce soit des enfants, des adultes ou même des personnes plus âgées, qui découvrent parfois sur le tard avoir une problématique. Bon, généralement quand même, on sait que c'est des TCA qui apparaissent à l'adolescence, souvent pendant la période de puberté, les changements du corps, le rapport aux autres, l'estime de soi, il y a plein de facteurs prédisposants qui font un peu flamber les choses. Mais on a des anorexies prépubères par exemple, de plus en plus. On voit que chez les enfants, notamment les jeunes filles très très jeunes, des préoccupations corporelles importantes. Dès 6 ans, dès 7 ans parfois, alors ça dépend aussi du contexte familial, certainement du rapport au corps dans la famille et des critiques éventuelles du corps qu'ils ont reçues, mais en gros c'est plutôt à l'adolescence, mais ça peut survenir à tout moment ou avoir des récidives à tout moment. Et donc pour les signes qui sont visibles ou qui peuvent être on va dire des repères dans éventuellement une orientation, évidemment les variations de poids importantes, dans un sens comme dans l'autre, des pertes de poids importantes ou des prises de poids importantes, c'est des choses qui peuvent être inquiétantes, que ce soit du coup chez l'enfant, l'ado ou l'adulte. Des choses au niveau de l'humeur aussi, des tristesses de l'humeur, un isolement, un repli, surtout si c'est au moment des repas, un enfant qui veut plus manger avec la famille ou qui met en place des rituels alimentaires en dehors des troubles de l'oralité alimentaire, mais justement des difficultés à manger avec les autres, faire des tout petits morceaux ou des rigidités aussi, des choses au niveau des familles d'aliments, des choses qui sont évitées, des restrictions ou du comptage de calories. Tout ça c'est des choses chez les ados généralement qui font penser qu'il peut y avoir quelque chose, mais ça peut se passer dans d'autres choses, par exemple le rapport au corps, le fait d'être toujours en constante critique de soi-même, ça peut être des facteurs qui prédisposent. Et après, il peut y avoir des signes vraiment très importants de troubles déjà mis en place, des enfants qui se cachent dans des vêtements très amples par exemple, ou des plaies au niveau des mains, des joues qui gonflent aussi. C'est des petits signes quand on est professionnel de santé qui peuvent aussi nous alerter dans le cadre de consultation. Très bien. Et merci pour toutes ces infos. Là, j'apprends plein de choses aujourd'hui du coup sur le trouble du comportement alimentaire. Une autre question qui me vient en tête, c'est quelles idées reçues de la société on pourrait déconstruire? Si tu en avais une ou deux, ou même trois peut-être, on déconstruit quelques messages qui reviennent tout le temps. Dans l'idée reçue qu'on entend, c'est souvent les TCA, c'est quand même pas compliqué, il suffit de manger, notamment dans les cas d'anorexie mentale, il suffit de manger, c'est quand même pas compliqué de manger. Moi j'ai envie d'expliquer ou de redire aux gens qui sont concernés ou aux gens qui entourent ou qui voient des gens qui ont des problématiques, c'est une pathologie, c'est un trouble, donc c'est une maladie, c'est pas une question de volonté, ce serait tellement facile sinon, et il suffit pas de manger. Bien sûr que la nutrition fait partie du traitement, ça fait partie des prises en charge pluridisciplinaires, mais c'est quelque chose qui va mettre du temps à se remettre sur pied. Le rétablissement, c'est souvent un long chemin. Alors plus tôt c'est pris, moins il y a de risque de chronicité, on en a déjà parlé, mais ça reste quelque chose de difficile. C'est vraiment une lutte en fait, pour le jeune et pour sa famille quand c'est des enfants quotidiennes, et ça met plusieurs temps, voire il peut y avoir des phases différentes aussi, la maladie peut se cacher autour. Et on peut peut-être rajouter, tu vois, ça vient, ce que tu viens de dire là, l'idée reçue qu'on entend souvent, manger c'est pas compliqué, ça relève quand même d'un étayage de la part d'un parent ou de la famille qui du coup est moins bon, parce que ces personnes-là, ces enfants-là, ces ados-là ont besoin d'être soutenus, et du coup d'avoir ce genre de phrases un peu banales dites et redites, et finalement l'étayage n'est pas celui attendu, et on est sur un accompagnement on va dire moins flexible et puis moins positif exactement. De la part de l'entourage. Dans une phase de lune de miel, parce qu'au démarrage il y a toujours la phase de lune de miel de l'installation de la maladie, je pense même que ça peut pousser à aller encore plus contrôler, parce qu'en fait c'est une maladie du contrôle, et quand on entend il suffit de manger, non, moi j'arrive à contrôler et à ne pas manger,
quelle joie en fait d'arriver à contrôler ça. Donc, alors après, c'est pas du tout pour culpabiliser, parce qu'en fait, tous les entourages se font tous avoir pendant toute cette phase de lune de miel, c'est constant. Mais voilà, c'est des petites choses effectivement qui sont dans les idées reçues, que ce soit des gens qui sont dans le monde soignant, des gens qui sont dans l'entourage amical, professionnel ou autre, de personnes qui sont atteintes. Et la deuxième idée reçue, si j'en ai une autre, parce que pareil, je trouve que c'est quelque chose d'important, on parle beaucoup d'anorexie mentale. D'accord. Souvent on a l'idée reçue que les TCA, c'est des gens amaigris, qui veulent mourir. C'est vraiment l'idée qu'on en a, enfin voilà, qui veulent juste disparaître. C'est pas le cas. C'est les gens qui s'accrochent à la vie, qui ont du mal à vivre en fait avec la façon dont la vie est autour d'eux, et qui veulent contrôler le seul truc qui est encore contrôlable, leur corps, le poids, l'alimentation. Donc c'est souvent des gens qui veulent pas mourir, malgré ce que ça peut donner avec les corps décharnés. Et c'est surtout qu'une petite partie de l'anorexie. Le reste, ce sont des gens qui sont avec de la boulimie ou de l'hyperphagie, donc qui sont souvent soit à poids normal, ça ne se voit pas, soit en obésité ou en surpoids, et au contraire, ça peut être renforcé par le monde, la société dans laquelle on vit, qui n'arrête pas de leur dire, bah quand même, c'est pas compliqué, il suffit de bien manger et de faire du sport. Et on rajoute un peu de l'eau au moulin, des restrictions alimentaires et de la rigidité autour du corps. Et puis aussi, tu vois, dans la partie, si on reprend ce que tu disais, là, ça m'évoque aussi la période un peu opposition qu'on peut avoir à l'adolescence. Tu disais tout à l'heure que les TCA, ils pouvaient naître à cette période-là qui est quand même charnière, puisque du coup, il y a multiples bouleversements pour l'adolescent. Et finalement, l'étayage parental qui est important à ce moment-là, peut être un peu péjoratif peut-être. Et l'adolescent va plutôt avoir envie justement pour marquer l'opposition avec son parent de renforcer ce contrôle, comme tu dis. Exactement. Et il peut y avoir tout l'un ou tout l'autre, justement, quelque chose de mimétique. On sait que par exemple dans les facteurs prédisposants, pareil, encore une fois, sans culpabiliser les parents, parce que c'est multifactoriel, que c'est pas parce qu'il y a eu une difficulté d'une maman que ça va forcément donner des TCA chez son enfant, mais on sait que par exemple un enfant qui a vécu avec une maman très restrictive sur son corps, sur son alimentation, c'est une prédisposition potentielle. Ou à l'inverse, pour les jeunes filles, un papa qui a fait beaucoup de remarques sur le corps, pareil, c'est un facteur prédisposant d'une survenue de TCA. Donc évidemment que l'environnement familial, il peut avoir une influence dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est pas toujours facile en tant que parent de trouver le juste milieu, d'être au bon endroit. Ce qui compte le plus, c'est je pense d'écouter et d'entendre quand il y a des difficultés chez un jeune qui se sent en difficulté avec son corps, parce que c'est une réalité, dans ce monde le corps est objet et on est toujours en comparaison, de pouvoir l'entendre, de pouvoir l'accueillir et de voir avec ce qui peut être fait comme chose pour pouvoir l'aider à mieux appréhender ça. Et pour les professionnels de santé, c'est la même chose, on dira aussi que du coup il faut rester si possible dans l'accueil de la plainte, de la demande du parent si jamais on est dans une rencontre avec un adolescent ou un jeune. Mais aussi se dire que du coup il faut encadrer toute la prise en soin et le dialogue, la communication de bienveillance. Tout à fait. Voilà, sans marque de jugement le plus possible, parce que du coup tout à fait. Sinon c'est repris aussi en mimétisme par le parent. Exactement. Et ce qui marche très bien justement dans les TCA, c'est de plus en plus étudié, c'est la systémie familiale, les thérapies de systémie familiale. Ça on voit que c'est quelque chose qui est aussi qui aide. C'est un outil, c'est pas le seul, mais c'est un outil souvent qui peut aussi aider tout le système familial à s'organiser pour lutter contre cette pathologie, qui pour le coup est quotidienne, parce qu'on mange 3 fois par jour. Et puis sur de longues années. Et sur de longues années. Et du coup, je t'entendais parler des facteurs prédisposants là plusieurs fois, on les a pas évoqués. Alors peut-être qu'on peut faire un petit retour sur les facteurs prédisposants. Alors il y en a plein, je sais pas si je les ai notés quelque part, mais en fait, on sait que les facteurs prédisposants, ils touchent beaucoup les compétences psychosociales des jeunes, donc tout ce qui est autour de l'estime de soi, du perfectionnisme, du besoin de contrôle, voilà, des choses qu'on n'a pas forcément, qu'on n'a pas développé ou qu'on a développé comme ça en étant enfant. Donc ça, c'est des facteurs, c'est un peu le terreau fertile. Mais il peut y avoir justement tout l'environnement familial, le mimétisme avec les mamans, les rapports aux critiques de l'entourage. Ça peut être une chose qui a été dite par un enfant dans la cour de récréation sur la forme du corps de la personne, voilà, ou même dans le monde médical. On peut avoir aussi ce qu'on appelle la grossophobie, ça existe aussi, ou parfois consciente ou parfois pas du tout consciente, ou la petite phrase qui a été le choc pour la personne, mais qui est restée pendant des années. Donc ça, c'est des choses qui prédisposent. Le gros trait quand même de caractère, c'est le perfectionnisme qui revient quasiment, je vais pas dire à 100%, mais quasiment à 100% quand même, chez les patients qui sont concernés, le besoin de contrôle. Et souvent, alors, il peut y avoir un trauma préexistant, où le trauma peut être lui le facteur déclenchant du TCA. Mais il y a toujours quelque chose qui va déclencher, mais c'est pas le seul. Il y a vraiment la multiplicité des facteurs qui font que ça se déclenche. C'est hyper intéressant, super. Merci beaucoup Élodie pour tout ça. Et si on détaille un petit peu plus peut-être le bilan, la prise en soin, toi du coup tu es diététicienne,
Tu dirais quels sont les enjeux où tu parlais de la prévention tout à l'heure et de la précocité du démarrage de la prise en soin, mais quels sont en quelques lignes, on va dire, les enjeux de la prise en soin et peut-être quelques axes de prise en soin que tu vas proposer aux patients? Alors, dans la prise en soin, les enjeux, c'est de faire l'alliance. D'accord. Enfin, pour moi, je pense que le premier rendez-vous, et surtout en tant que diète, on va peut-être y revenir après, mais l'un des freins, c'est quand même la prise en charge financière, des consultations. En libéral, en tout cas, le patient, s'il vient une fois, s'il accepte de sortir de sa zone de confort, de la maladie, pour venir nous voir, parfois contraint par ses parents quand c'est des jeunes, parce que les parents s'inquiètent, s'il n'y a pas d'alliance, ça peut pas se faire. Et du coup, des fois, il n'y a pas d'alliance, et il faut aussi se dire que c'est peut-être pas le bon professionnel. Pas parce que c'est pas quelqu'un de compétent, mais juste parce que c'est peut-être pas la personne avec qui ça va matcher à ce moment-là du soin. Donc je pense que vraiment le gros du travail, c'est l'alliance, et ça va être le travail pluridisciplinaire. Parce que les facteurs qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont des facteurs prédisposants, ce sont aussi des facteurs de maintien. D'accord. C'est-à-dire que quand il y a eu un trauma, si on n'a pas bossé dessus, quand il y a une estime de soi faible, si on ne bosse pas dessus, quand il y a une rigidité, si on ne bosse pas dessus, en fait on peut agir sur l'alimentation autant qu'on veut, on aura beaucoup de mal déjà à s'en sortir, et surtout il y aura des risques de récidive derrière. Donc en fait il y a vraiment d'arriver à trouver cet équilibre entre faire l'alliance avec le patient, ne pas aller dans le sens de la maladie parce que c'est pas ce qu'on veut, et leur expliciter clairement, mais de faire les choses aussi de façon très individualisée et progressive, en tout cas quand c'est possible, parce que parfois c'est aigu, et là c'est pas tellement du libéral dans ces cas-là, on ne peut pas trop aller non plus dans le progressif, parce que je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais c'est une pathologie qui est mortelle. C'est l'une des pathologies psychiatriques les plus mortelles chez les jeunes. Ok. Et très bien. Et du coup, avec quel autre professionnel de santé tu as l'habitude de travailler? Alors, on va dire qu'il y a une triade un petit peu, le noyau dur. Le socle, c'est les recommandations de la HAS, c'est d'avoir un médecin généraliste, généralement, qui coordonne un peu tout le soin, et qui est là aussi pour le suivi somatique, un psychologue ou un psychiatre plutôt pour le côté psychique, on va dire, et le diététicien, nutritionniste pour aider à la renutrition ou à rééduquer, on va dire, sur le plan nutritionnel. Ça, c'est un peu le socle solide, mais justement, en fonction des facteurs prédisposants ou de maintien, on va possiblement faire appel à un kiné, un APA par exemple chez les patients en hyperphagie boulimique, ou alors un psychomotricien ou un ergothérapeute quand il y a des difficultés de rapport au corps, de dysmorphophobie, etc. Donc en fonction, ça peut être d'autres professionnels, des pères aidants, ça j'en ai pas parlé, mais qui sont extrêmement importants parce qu'on parle pas le même langage que les patients parfois. Enfin, eux, ils ont leur vécu de la maladie, nous on a le vécu technique de la maladie, mais souvent les pères aidants, ils aident beaucoup aussi à traduire un peu ce que le monde médical explique, ce que la maladie va leur faire potentiellement, là où elle veut les emmener, là où nous on veut les emmener, c'est une traduction, ça peut beaucoup aider. Tu parles de pères aidants, il y a des associations de patients là qui tournent autour le réseau breton ou même français. Alors en France il y a la FFAB, donc c'est la Fédération Française Anorexie Boulimie. Alors c'est pas une association de patients, mais c'est un peu la fédération officielle, et ils font énormément de choses. Et notamment je pense, alors cette année c'est clairement sur le thème, mais ils font des webinaires très souvent pendant la semaine de la journée mondiale. Et cette année la thématique c'est la famille. La famille dans les TCA. Donc tu vois, c'est l'approche systémique dont on parlait. Exactement. Et je sais qu'il y a un webinaire organisé, alors je sais plus quelle date c'est, mais il faudra regarder sur leur site. Et après, vraiment d'un point de vue très local, parce que l'entourage finalement a besoin en local d'avoir du monde, du présentiel et du soutien. Il existe 2 associations essentiellement qui œuvrent beaucoup sur le territoire morbihanais. C'est Solidarité Anorexie Boulimie 56, SAB 56. Eux, c'est plutôt de la pérédance, donc c'est plutôt pour les patients, mais aussi pour les parents, parce que je sais qu'ils font des groupes de parole par exemple, et les parents souvent ça les aide beaucoup à comprendre ce que les autres vivent aussi. Et AAB Ouest, Association Anorexie Boulimie, et là c'est plutôt sur l'Ouest, basé à Nantes au départ, mais pareil, ils ont des vacations à Vannes, et eux ils sont plutôt dans la proche aidance, donc là c'est plutôt pour l'entourage, c'est des parents qui ont créé cette association. Et eux sont vraiment des relais à la fois de choses qui existent, à la fois de professionnels qui sont formés, spécialisés, à la fois des dispositifs qui existent éventuellement pour être pris en charge, enfin voilà, c'est vraiment un vrai relais et c'est le même langage. Bon mais super, merci pour toutes ces précisions, et on mettra tous les liens que Elodie nous transmet à la suite de l'interview là dans les posts suivants. Super. Et puis sur l'article sur le site. Et alors merci pour tout ça. Aujourd'hui, si tu devais nommer quelques freins dans tes prises en soins, alors le manque d'alliance j'imagine, mais s'il y en a d'autres, quel frein tu verrais? Le frein, alors le premier frein que je vois, mais ça c'est plutôt sur ma casquette de diète, c'est, je te disais tout à l'heure, la prise en charge financière, les consultations ne sont pas remboursées, donc en fait le parent ou l'enfant ou l'adulte qui vient en prise en charge, il sait que
Déjà, c'est des longues prises en charge, Oui. c'est de moyen terme, voire parfois long terme. C'est régulier au début, ça l'est un peu moins à la fin, mais c'est un investissement de temps et d'argent, Bien et ce sûr. n'est pas remboursé malheureusement. Donc ça, c'est un vrai frein, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne vont pas aux soins à cause de ça, et c'est probablement en plus des publics potentiellement précaires qui en ont encore plus besoin. Exactement. Et donc bon, ça c'est vraiment une difficulté, mais malheureusement aujourd'hui j'ai pas trop de solutions, sauf à adapter les tarifs, ce qu'on fait certaines d'entre nous aussi, de D'accord. faire des tarifs solidaires, qui sont pas gratuits mais qui sont quand même moins importants. Le deuxième frein, ça peut être l'alliance thérapeutique, mais ça je pense que c'est pas tellement un frein, D'accord. à partir du moment où on sait qu'il peut ne pas y avoir d'alliance, Oui. et qu'on l'expose, et Oui. que le patient peut se saisir de ça pour aller chercher un autre soignant. Super. Si on est vraiment dans le truc de se dire non, il doit être avec moi, là oui, ça peut être un vrai frein, parce que pour le coup, faut avoir confiance pour... faut imaginer que la personne doit sortir de tout ce qu'elle a contrôlé pendant plusieurs semaines et Bien plusieurs sûr. mois, reprendre toutes les idées reçues qu'elle a intégrées dans son cerveau, et faire confiance à un adulte extérieur qui est que technicien, c'est pas facile. Donc si la confiance n'est pas là, c'est compliqué. Et puis l'autre frein, j'en avais un autre, mais je me rappelle plus ce que c'était. C'était le lien parfois avec la ville, l'hôpital, parce que parfois les patients, souvent d'ailleurs dans leur parcours, enfin pas tout le temps, mais ils peuvent aller en hospice parce que c'est devenu plus aigu, parce qu'il y a eu quelque chose, ou sortir d'hospice, et en fait dans ces cas-là il y a souvent des pertes de vue. Parce qu'ils s'estiment soit sortis plus ou moins d'affaires, ou pareil, quand on commence à aller mieux, on estompe un peu les rendez-vous. C'est très souvent qu'ils reviennent nous voir quelques mois après en disant j'ai des signes que ça revient, soit sous une autre forme, soit sous la forme antérieure. Donc voilà, c'est juste ça, mais pas tellement un frein non plus, c'est plus de l'organisation. Oui, et puis du coup ça fait écho sur le fait que la collaboration interpro elle est hyper importante en fait, et encore plus dans ce genre de pathologie. Il faut vraiment une bonne communication entre déjà tous les intervenants qui circulent autour du patient en libéral, mais finalement aussi entre les structures et le libéral, notamment à la sortie d'hospice finalement. Exactement. Chose qu'on prend sûrement pas assez le temps de faire vu nos journées bien chargées. Là on est en train d'œuvrer. J'étais pas plus tard que tout à l'heure en réunion avec les centres hospitaliers, justement, parce qu'avec la CPTS, on a un projet de parcours de coordination sur les TCA ville-hôpital. Donc je croise les doigts, ça devrait pas tarder à sortir sur le territoire. Bon super, on aura la chance de voir ça du coup dans peu de temps j'espère. Et super pour toutes ces informations Elodie, merci, c'est très très riche. Là j'ai juste envie de te demander quelques ressources éventuellement pour les professionnels de santé qui veulent en savoir plus sur le TCA ou qui veulent se former davantage, si tu as des DU qu'on peut trouver en France. Alors si c'est des ressources faciles, accessibles, sans forcément passer un DU qui peuvent être chronophages, les livres du docteur Pérou, Alain Pérou, ils sont vraiment géniaux. C'est vraiment la base pour les praticiens qui ont à cœur d'œuvrer un peu dans les TCA. Il y en a pour tous les types de TCA, et d'ailleurs il y en a aussi à destination des familles. Ça peut être intéressant de les avoir. Après sur la FFAB, il y a énormément de contenu aussi autour des TCA. Il y a pas mal de praticiens de la FFAB qui œuvrent pour la FFAB, donc ils font pas mal de contenu. Je pense à Doc TCA sur Instagram par exemple, ou à Hugo Saoudi qui s'appelle Docteur Mentali, je crois, sur Instagram. Ça c'est 2 psychiatres, ils font du contenu de super qualité. Très bien. Et c'est important parce que sur les réseaux il y a beaucoup de choses, donc on va dire ça compense un petit peu, ça équilibre. Après ça reste sur les réseaux. Sinon Solidarité Anorexie Boulimie, AB West pareil, qui ont des flyers, des contenus, des choses à partager avec les gens. Et au niveau des U, il y en a plusieurs qui existent, alors qui sont soit orientés enfants-ados, notamment celui de la FFAB justement qui a lieu je crois à Dijon. Il y en a un autre qui est interuniversitaire, celui que j'ai fait moi, Lille, Nantes, Montpellier, qui est extrêmement complet et qui est à la fois ville et hôpital, et c'est de super qualité. Et c'est des DU qui sont ouverts à tous les professionnels de santé? Tout à fait. Super. Merci Elodie. De rien. Est-ce que tu vois d'autres formations dont tu veux parler pour... Alors oui, j'en ai oublié une quand même qui pourrait être intéressante, notamment par rapport au Body Project, parce qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure rapidement de la prévention. La prévention des TCA, elle est très compliquée parce que en fait on peut faire plus de dégâts qu'autre chose en faisant de la prévention de TCA chez les jeunes. Parce qu'on peut donner des idées entre guillemets sur comment faire pour contrôler son corps. Donc c'est vraiment un sujet qui est toujours très très sensible et ça donne pas toujours des résultats favorables. Par contre on sait là depuis quelques temps qu'il y a eu des analyses de quelques programmes de prévention qui ont existé, dont un qui s'appelle le Body Project, qui a été créé par un Américain
il y a quelques années, qui a été éprouvé aux États-Unis et en France également, grâce à une équipe française. Et donc on a des résultats qui sont très favorables, au point que c'est le programme de prévention qui aujourd'hui est le plus probant dans on va dire soit les récidives, reculer les récidives ou carrément limiter le risque de TCA. D'accord. Et ça, on a la chance aujourd'hui avec la CPTS de pouvoir se former au Body Project pour intervenir dans les milieux scolaires. Super. Et donc faire de la prévention alors, en gros, ça va toucher certains facteurs prédisposants parce qu'on va aller chercher un peu titiller tout ce qui est insatisfaction corporelle, mauvaise estime de soi, idéaux du corps, idéaux de beauté, etc. pour critiquer, en fait, leur donner des outils finalement pour critiquer tout ce qu'ils ont à disposition, qu'ils savent critiquer, mais ils l'internalisent tellement à l'intérieur, c'est cet idéal que finalement ils sont à la recherche perpétuelle de ce corps-objet. Bien sûr. D'accord. Et du coup, on peut peut-être repréciser alors que cette formation, elle est disponible pour tous les professionnels de santé. Oui, tout à fait. Elle est proposée par la CPTS. Exactement. Et elle aura lieu. Alors là, il y en a une qui a lieu dans 4 jours. D'accord, très bien. Donc il y en aura probablement peut-être une l'année prochaine encore. En tout cas, si jamais vous êtes intéressé, il ne faut pas hésiter à nous solliciter parce que ça peut être l'occasion d'en créer une nouvelle classe entre guillemets pour intervenir. Et super. Et si tu avais un dernier mot à proposer à la fois aux parents ou aux enfants qui sont touchés par le TCA ou aux professionnels de santé qui les côtoient ou justement qui ont envie de se lancer, qu'est-ce que tu dirais ? J'ai envie de dire, venez déjà pour les professionnels de santé, parce qu'on n'est jamais trop, on cherche toujours du monde de formés, spécialisés, sensibilisés à la question. Ça manque même pour les familles. Et du côté des familles, j'ai envie de dire, restez positifs parce qu'on peut s'en sortir. Et faites appel au maximum de monde au moment où les choses commencent à aller mal parce que c'est une chance énorme dans ces cas-là que d'éviter la chronicité. N'ayez pas peur d'en parler en tout cas. Exactement. Même si c'est que d'en parler à une association de patients ou de toquer à la porte, déjà rien que ça c'est un pas et parfois ça permet de faire désengorger tout de suite le problème. Oui, bien sûr. Et un petit mot aussi pour tous ces enfants et tous ces jeunes là qui repèrent que l'alimentation est pas simple. Parlez-en, que ça soit à un professeur, à un enseignant, à une dame de la cantine, à un médecin, à papa, à maman, aux frères, aux sœurs ou aux copains. Mais parlez en fait du fait que vous avez du mal dans votre rapport à la nourriture parce que vous trouverez quelqu'un quand même qui vous écoutera. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, que ça soit des troubles alimentaires ou des troubles du comportement alimentaire. En tout cas, on essaye d'être de plus en plus alerte sur cette thématique et ce sujet. Tout à fait. Merci beaucoup Elodie. Merci à toi. C'était un plaisir de discuter de tout ça avec toi. Merci.